Salut, ici Hugo Meunier, bienvenue à une autre grande entrevue. Cette semaine, je reçois quelqu'un qui doit regretter de ne pas avoir envoyé son CV pour se faire embaucher par Rebel News afin de pouvoir prendre part au débat des chefs parce que ça a l'air que juste être chef du Parti vert, c'est pas suffisant. Salut Jonathan Penneau. Salut Hugo. Et bonne journée de la Terre. Merci, bonne journée de la Terre à toi aussi. Méchant timing quand même. Ben oui. On a de l'air visionnaire, mais on n'avait pas prévu la patente du tout. Manifestation à Montréal ce samedi. Samedi? Ouais. OK, bon, mais c'est noté. Puis en plus, on va sortir à temps, fait que les gens vont pouvoir y Excellent. aller par millions. Par milliards. Mais oui, mais là, le hockey, vous jouez un peu dans... Ah, écoute, plates-bandes, on joue là. tout le temps dans les plates-bandes du hockey, Ouais, apparemment. Hein? la campagne électorale. Ouais, il va falloir que je me rebaptise après, là, Demi-Neuf ou quelque chose comme ça. Ah oui, c'est ça? Pet-Neuf. Es-tu un fan de... Bah, comme tous les politiciens, il faudrait que je dise oui, là, Ouais. mais non, Mais pas vraiment. pas tant. Je suis pas trop le hockey. Non. Ben, c'est bien ça, l'intégrité et l'honnêteté. J'essaie. Il en Pour manque, faire hein? changement. Écoute, j'ai pas le choix de revenir sur ce qui s'est passé au débat des chefs parce que je pense que même la veille, t'étais en entrevue à La Journée est encore jeune ou le matin, puis on disait, bon débat. Fait que ça s'est fait quand même de manière très cavalière à la dernière minute. Ouais, en fait, je l'ai appris en sortant de chez TVA. J'étais chez TVA ou LCN, un des deux. Puis je descendais dans l'ascenseur. Puis en sortant, là, j'ai reçu des textos de journalistes à Radio-Canada qui me disaient « Chantal Hébert nous raconte que le podium est déplacé. » Bon, ouais, on a appris ça après les médias. Il était 7h20 le jour même du débat. Là. On nous a envoyé une belle petite lettre avec le beau petit sceau canadien sur le top pour donner un air de crédibilité à cette immense joke qui est la commission qui a continué à faire des bourdes par la suite en invitant... Évidemment, on se connaît toute l'histoire de Rebel News et compagnie, là, mais non, c'est une journée un peu frustrante, c'est clair, puis malheureux surtout pour la démocratie canadienne. Effectivement, puis aussi c'était très, tu sais, il aurait pu faire ça la veille pour vous donner le temps de penser à une option différente. Là. Le matin même, on dirait qu'on vous mettait en boîte. Là. Ils ont tout fait pour éviter une injonction de la cour, là, ce qu'on serait bien évidemment allé chercher si on l'avait su la veille. Apparemment, ils ont pris la décision d'ailleurs la veille vers minuit. Bon, je sais pas, j'ai pas le détail, là, mais il faut dire que cette décision-là, qui se fait sur la base supposément des chiffres, selon eux, bon, pour nous c'est clair qu'il y a eu des pressions politiques venant National Post, le Bloc québécois, les conservateurs, mais c'est clair que cette décision-là, ils auraient pu la prendre bien avant. Le fait qu'ils attendent à toute fin avant de nous faire ce coup de cochon, parce que c'en était un, c'est clairement parce qu'ils souhaitaient éviter une injonction puis nous ôter toute chance d'être au débat. Là. C'est le traitement de naïf, mais c'est quand même un peu tragique d'être obligé de trouver que des gens sneaky qui veulent empêcher le Parti vert d'être là, puis de parler d'environnement en 2025. Il me semble que ça devrait pas être compliqué d'avoir... Ces gens-là ont peur, là, évidemment, puis tu sais, là, tout le monde essaie de nous faire croire que c'est une campagne entre deux partis seulement. Fait que les autres plus petits partis, évidemment, ils ont de la misère. Le Bloc, le NPD, tout le monde se tire un peu entre eux. Là. Puis c'est malheureux parce que, je veux dire, il y a je l'ai dit à plusieurs reprises, je vais continuer à le dire, même comme co-chef du Parti vert, là, les progressistes doivent travailler plus ensemble. Ouais. Puis malheureusement, notre système électoral que Justin avait promis de réformer à de nombreuses reprises n'a jamais été... Puis ça n'a jamais été fait. Ça crée aucun incitatif à la collaboration. Tout le contraire. Là. Tout ce qu'on veut, c'est du spectacle, c'est l'aréna, c'est comme si c'était un match de boxe, alors que, crime, là, on parle du futur de notre pays, puis on veut tourner ça en une espèce de show, là, tout le monde en parle, où on s'envoie des pointes. Là. Ouais. C'est pas ça la politique. Et du futur de notre planète. Du futur de notre planète, de nos enfants, de notre économie. Là, c'est des grosses questions sérieuses. Puis c'est réduit à une espèce en tout cas. Qui sera le gars ou la personne pour contrer Trump? Mais tu sais, Trump est pas jeune, il va mourir un jour, puis il faut penser à l'après aussi. Au-delà de ça, c'est aussi, je veux dire, crime, c'est pas un film hollywoodien. Là. On parle d'un pays de 40 millions d'habitants qui est très divers, qui a une histoire qui est brutale dans certains cas, qui est extraordinaire dans d'autres cas. On a un trésor collectif qu'on se doit de préserver, qui fait face à des pressions. Puis là, soudainement, on nous transforme ça en une espèce de blockbuster hollywoodien là, avec Carney qui descend du ciel pour venir sauver tout le monde. C'est très réductif et c'est malheureusement pas comme ça que les choses fonctionnent. Sauf que
tant aussi longtemps qu'on reste pogné dans cette logique du sauveur, du bon père de famille, là, on la connaît bien, ce narratif-là au Québec, on ne sortira pas des méandres des problèmes auxquels on fait face. Il n'y en a pas un sauveur, là. Il y en a 40 millions, puis c'est le temps qu'on se réveille et qu'on prenne possession de notre avenir collectif. Ça ne repose pas sur mes épaules, ça ne repose très certainement pas sur les épaules de Carney, de Singh, de qui que ce soit qu'on va envoyer à Ottawa. Ça repose sur chacun d'entre nous. Puis le premier geste à poser, c'est le 28 avril en allant voter. Jonathan, tu as demandé la dissolution de la commission des débats des chefs. Non, j'ai demandé leur démission. La démission. Ouais. Donc, la commission s'est quand même fait varloper aussi après. Il y a un article d'Isabelle Haché. On a vu le freak show avec Rebel News et tout ça. Toujours est-il que, d'un point de vue légal, c'est vrai que vous répondiez pas à tous les critères pour être au débat des chefs. Si on tique sur les critères. Oui, malheureusement, c'est incorrect cette analyse-là parce que d'un point de vue légal, entre guillemets, les critères parlaient des nominations et non pas des confirmations. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour nommer des candidats, ça demande à ce que le parti reçoive des candidatures, qu'on fasse un processus de screening. Ça, c'est ça qu'on parle d'une nomination. Donc, le parti, avec les membres sur le terrain, nomme un individu qui va porter les couleurs du parti. Okay. Ça, ce processus-là, la commission des débats demandait à ce qu'on soumette une liste 28 jours avant la date de l'élection. Ceci étant, puis ça, ce sera à la commission de s'expliquer, mais la confirmation qui, elle, est faite par Élections Canada sur la base de 100 signatures collectées par les candidats sur place, ça se fait plus tard. Et nous, ce qu'on a fait, donc on a eu 340 noms qu'on a soumis à la commission, qui étaient des personnes qui étaient nominées, donc ça, c'est correct. 340 sur 343. À Élections Canada, le lendemain, on en avait 2 de plus. Donc, on en a trouvé 2 de plus. Donc, on avait 342 sur 343. Et là, dans la semaine qui s'est produite entre le dépôt de ces noms-là puis la confirmation d'Élections Canada, donc, il y avait le temps qu'on devait aller chercher des signatures. Ces signatures-là, ça semble facile à faire, sauf que dans plusieurs cas, on a des agents d'Élections Canada qui nous sont revenus en nous disant « Cette liste-là, ces noms-là, c'est pas valable, c'est pas valide, c'est pas valide. » Plus que dans n'importe quelle autre élection d'ailleurs, puis on a soulevé le point avec Élections Canada. Parce que c'est très problématique quand on a des candidats qui font du porte-à-porte, qui vont chercher des adresses, et là, on se rend compte que les returning officers, les directeurs de scrutin, se servent de listes de 2021 dans certains cas, même pas. Donc, il faut comprendre qu'il y a eu une réforme des circonscriptions. Là. Oui. Il y a eu un redécoupage. Donc, il y a eu des gros problèmes. Nous, on a fait face à des problèmes au niveau d'Élections Canada, mais plus important encore, on a fait face à énormément de pression de la part de différents groupes dans certaines circonscriptions, surtout dans les prairies, mais aussi ici au Québec, aussi en Ontario, de gens qui disaient « on veut rien savoir du Parti vert ». Là, c'est une élection entre les partis libéraux et le Parti conservateur. On a des bénévoles qui se sont fait insulter. Tu disais qu'il y a eu des menaces. Il y a eu des menaces. Il y a eu donc un État qui est représentatif, malheureusement, du genre de discours qu'on voit à la Chambre des communes depuis maintenant 4 ans, là, avec Pierre Poilievre et ses attaques vulgaires contre tout le monde. Veut pas, ça a un impact éventuellement sur la société. Puis on a fait face à beaucoup de pression. On a des candidats, du coup, qui se sont retirés pour pas diviser le vote. Dans une quinzaine de comtés, on a pris cette décision-là, nous aussi. Okay. Et là, la commission s'est servie d'une entrevue que j'ai faite avec Castonguay, dans laquelle je disais... Puis on fait ça en partie aussi pour être l'adulte dans la pièce, là. Hein? On fait ça parce qu'on sait très bien que le système électoral dans lequel on se retrouve présentement, qui nous force dans cette espèce de compétition absurde, constante, entre progressistes, qui aurait dû être réformé. On devrait avoir beaucoup plus de proportionnalité ici. On a été l'adulte dans la pièce et on s'est fait varloper pour ça. Et ça a joué contre nous, mais la commission a ils ont dû paniquer, ils ont dû recevoir des coups de fil du bloc des conservateurs de différents médias, Mario Dumont, le National Post, qui disait « Les Verts n'ont pas leur place au débat, blablabla. » Là, ils ont dû sentir la soupe chaude, puis ils ont dit « on va les retirer. Ça va nous coûter moins cher de faire ça que de les garder. » Mais ils ont fait une interprétation de leurs propres règles qui se base sur
Tu sais, c'est du vent, là. Ouais. C'est du vent. Ouais, parce que vous cochiez... On cochait la case, on nous a le invités. nombre de députés aussi, ça en prend au moins un, vous n'avez. Oui, on l'avait. On nous a invités, ils ont réaffirmé cette invitation-là. Ouais. Puis au final, ils nous retirent le tapis dans dessous des pieds moins de 12 heures avant les débats. Non, c'est ça n'a pas de sens. Ben, ça n'a pas de sens, mais ce qui est encore plus grave, là, c'est qu'on a des électeurs, à la suite de ça, dans d'autres, ici, mais dans d'autres parties, partout à travers le pays, qui ont appelé le parti en demandant « Mais est-ce que vous vous êtes fait retirer des élections? Ouais. Est-ce que est-ce qu'on peut voter encore pour le Parti vert? » Ça crée une confusion qui est complètement contraire au mandat de la commission, qui est de promouvoir la démocratie. Mais là, ils ont créé de la confusion en faisant ça à la dernière minute d'une manière cavalière, sans respect. Tu sais, ils avaient les chiffres finaux là, d'Élections Canada, ça faisait 9 jours qu'ils étaient sortis. 9 jours. Il aurait pu... c'est de l'incompétence crasse. Ben, ça va pas bien pour la commission, je pense. De toute façon, il y a visiblement des gens qui... Parce qu'il y a beaucoup de monde qui connaissaient probablement pas son existence, ni les budgets qui étaient octroyés là-dedans. Et maintenant, ben, ils ont eu la fou. Évidemment, ce qui est poche, c'est que le débat, ça aurait permis de faire connaître davantage les idées du Parti vert, mais également son chef, toi. On aurait appris à te connaître plus, fait qu'on va faire la job à la place du débat. Tu viens d'avoir, Jonathan, 35 ans, tu dirige le Parti vert depuis cette année et tu es même décrit comme un aventurier sur le site Internet de ta formation. Spoiler alert, on va en parler tantôt, mais ta vie est quand même plus rock'n'roll que celle la nôtre, beaucoup. Plus que celle de Poilievre. Oui, c'est ça, plus que celle de bien du monde. Avant de creuser tout ça, on va faire un petit retour en arrière. Toi, t'as grandi à Rive-Sud. Oui, à Longueuil. Longueuil Beach. C'est quoi ta vie avec tes parents, ta mère? Ben ma famille vient du Lac-Saint-Jean, grosse famille de 12 enfants, là, même, dont ma grand-mère. Puis ma mère est née dans cette famille-là. Ma grand-mère elle s'est mal mariée, comme bien des Québécoises, avec quelqu'un qui était alcoolique, puis a dû divorcer presque immédiatement après le bill omnibus de Trudeau. Là. Donc, ça a été... ma mère a eu une enfance assez rock'n'roll en se promenant entre la Côte-Nord, le Lac-Saint-Jean, Montréal, avec une mère qui devait faire 2-3 jobs en même temps pour garder la famille à flot. Puis moi, je suis né là-dedans. Ma mère est partie vivre à New York pendant quelques années, a rencontré mon père là. Mon père avait des problèmes de consommation aussi, donc ma mère n'a pas voulu que je grandisse là-dedans. Je suis revenu, elle est revenue avec moi, du coup. Puis je suis né donc sur la Rive-Sud, à Greenfield Park. J'ai grandi là de manière assez humble, c'est-à-dire ça n'a pas été toujours facile. Ma mère a fait face à une dépression aussi. Donc, on a été sur le bien-être social. J'ai grandi dans les écoles publiques de la Rive-Sud. Puis, mais malgré ça, on a eu des grosses familles de 12, du Lac-Saint-Jean. C'est du monde plein d'amour. Puis c'est du monde qui se tient ensemble, du monde fier aussi. Fait qu'on a eu beaucoup d'aide de la famille. Puis, j'ai eu des professeurs extraordinaires tout au long de mon éducation publique. Là. Je suis un grand admirateur. Pour moi, il n'y a pas une job plus importante que celle d'enseignant. Il n'y en a pas. Jonathan, 15 ans, tu cofondes une organisation étudiante dédiée à la sensibilisation de l'Holocauste, du génocide rwandais et de la crise au Darfour. Juste ça. Mais toi, non, mais fumer du pot, jouer à qui, toi, à 15 ans? Non, j'étais un petit nerd, là, puis j'étais allé... j'étais un petit nerd, mais j'étais très sensible, là, puis tu sais, moi, les livres m'ont permis de m'échapper tout au long de mon enfance. Là. C'était pas toujours jojo, des fois c'était un peu déprimant, fait que les livres, pour moi, c'était une belle manière de découvrir le reste du monde. Puis j'avais des grandes tantes à moi qui étaient allées travailler, des sœurs à ma grand-mère qui étaient allées travailler dans les années 50 au Rwanda puis au Burundi, là, comme genre missionnaire enseignante. OK. Fait qu'ils avaient chez elles là, des artefacts, des souvenirs qu'elles avaient ramenés d'Afrique. Donc pour moi, ça m'avait toujours fasciné. Puis quand j'ai vu le film Hôtel Rwanda, j'avais comme 14-15 ans, ça m'a choqué. Je comprenais pas comment on avait, de mon vivant, là, j'avais 4 ans à l'époque, qu'un génocide se soit passé. Évidemment, il y a toute la question de Dallaire aussi, donc il y a un aspect québécois-canadien aussi dans cette histoire. Ça m'a beaucoup marqué, ça m'a choqué. Puis là, j'ai découvert, en faisant des recherches, que il y a des massacres qui continuaient à l'époque et qui continuent toujours d'ailleurs en République démocratique du Congo, juste de l'autre côté de la frontière.
Puis je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait, nous autres, ici au Canada, pour empêcher ça, là? On a eu on a l'Holocauste, on a eu le Rwanda, et là, il y a des massacres, des atrocités de masse qui continuent à se produire. Qu'est-ce que, tu sais, on peut-tu se réveiller ici? Fait que moi, j'étais comme fuel, là, j'étais bien motivé, craqué par j'étais jeune et naïf et plein de bonne volonté, là. Fait qu'on m'a donné, mes profs m'ont donné la chance de faire, de commencer à donner des conférences là-dessus à mon école. Puis après ça, il y a d'autres écoles qui m'ont invité. Puis je suis allé voir ma députée, j'ai proposé des projets de loi. J'ai écrit à Desmond Tutu. Je suis allé rencontrer un ancien secrétaire général des Nations Unies à Paris, à Boutros-Ghali, pour essayer d'avoir une réforme de la Convention sur les génocides. Mais j'avais j'avais 16-17 ans. Là, t'es autodidacte. T'as même été une personnalité de la presse, je pense, dans ce temps-là. Oui. Quand même. Mais bon, écoute, t'as même pas encore 18 ans que tu t'en vas au Tchad puis au Darfour pour témoigner de la crise humanitaire. Là, tu t'en vas un peu vers le journalisme, si je me trompe pas. T'as fait du docu, tout ça. Fait que là, prendre une analogie sportive, t'as décidé de sauter sur la glace à partir de 18 ans, puis t'es allé pendant quand même plusieurs années dans des conflits en Égypte, en Libye. Ça que t'as eu comme un appel, là. Ouais, ben, écoute, moi, en dernière année secondaire, j'avais un gros projet à faire. J'étais au programme d'éducation internationale. On avait un projet personnel à faire. Puis mon idée, c'était... Puis tous mes profs, évidemment, devaient dire « il est complètement fou, ce gars-là, mais on va le laisser y aller pareil. Il va se casser les dents, puis après ça, il apprendra. » Ils m'ont dit... puis moi, mon idée, c'était d'aller dans les camps de réfugiés au Tchad, prendre des photos, documenter ce qui se passait là-bas. Puis là, j'étais allé rencontrer des documentaristes, etc. Évidemment, ma mère n'allait pas me laisser partir là-bas tout ça. Puis le projet n'a pas fonctionné, mais l'année suivante, première année d'université, j'étais à Ottawa, là, j'ai la personne qui était mon mentor en journalisme, là, qui est venue me voir, m'a dit « Hey, on pourrait proposer quelque chose à Radio-Canada, mais moi, j'aimerais ça qu'on traverse au Darfour. » Moi, j'avais comme 17 ans, j'étais comme « Ben oui. » T'avais pas peur de... Non, moi, j'ai grandi avec les aventures de Tintin puis tout ça, là. J'étais comme traverser avec les rebelles, ben oui, évidemment, allons faire ça, tu sais. Fait qu'on a trouvé des contacts pour le groupe rebelle, Radio-Canada. Je comprends toujours pas exactement pourquoi ou comment, là, mais ils ont accepté l'idée qu'un kid de 17 ans allait se rendre ça n'a pas de sens. au Darfour. Ma mère a signé une décharge de responsabilité puis tout ça, mais puis bon, j'étais en très bonne main, là. Je travaillais avec qui a été mon mentor pendant plusieurs années, qui était Sacha Trudeau, là, le frère de l'autre, là, et le fils de l'autre aussi, puis, qui avait fait déjà beaucoup de documentaires dans le passé. Moi, j'avais approché quand j'avais 14-15 ans pour justement parler de la question du génocide, puis du fait qu'on devait avoir plus de documentaires là-dessus. Fait qu'on avait commencé à travailler un peu sur cette idée-là. Puis c'est ça, on est parti, on a fait ce premier film qui a été, c'était ma première expérience déjà d'être en Afrique avec un groupe rebelle. Là. Ils sont venus nous chercher dans un petit village sur le bord de la frontière tchadienne, en plein milieu de la nuit. On a traversé, j'étais dans le derrière du pick-up, là, entouré de kids qui devaient être plus jeunes que moi, parce que ce groupe-là utilisait des enfants soldats, évidemment. Puis on s'est ramassé dans une zone qui était sous leur contrôle, là, en plein milieu. On dormait sous les arbres avec eux, puis ils nous ont montré la destruction terrible que l'armée soudanaise avait commis dans plein de villages. Tu avais des carcasses de chiens, d'ânes, des tonnes de gens qui avaient été tués, des écoles qui avaient été bombardées littéralement. Tu vois ça à 17 ans, c'est quoi il doit avoir une impuissance aussi de tu témoignes, mais tu sais... Ben, c'était vraiment intéressant pour moi parce que j'étais très naïf encore. J'étais très... l'idée du droit international, que le droit doit s'appliquer à tout le monde, que les pays comme le Canada, la France, les grandes puissances doivent contribuer à préserver, protéger les droits humains. Puis ce qui était fascinant, c'est que... nous, on est arrivé au Tchad, évidemment, puis le Tchad, ancienne colonie française, qui était dirigée à l'époque par un président Idriss Déby depuis près de 20 ans. Le bonhomme, il avait fait face, quelques semaines avant qu'on arrive, à une attaque d'un groupe rebelle tchadien, supporté par l'armée soudanaise. C'était comme une guerre proxy, là. Les deux pays supportaient les groupes rebelles de l'autre, dans le fond, pour essayer de déloger l'un l'autre. Puis ce qui était fascinant, c'est que le gars, tu sais, clairement pas un démocrate, clairement pas un gars qui respecte les droits de l'homme. Là, Idriss Déby, il en a torturé en masse des opposants, il en a tué du monde, il a détruit des quartiers entiers de la capitale de gens qui le supportaient pas. Ben, qui le supportait, lui? Des Français.
Puis là, les Français avaient déployé leurs avions de chasse pour faire fuir les rebelles. Puis ils avaient une présence militaire française au Tchad assez significative qu'ils justifiaient en disant on est là pour protéger les droits de l'homme des Darfouris. Fait qu'il y avait comme cette espèce de clash que j'ai commencé à voir entre l'hypocrisie absolue des discours des supposément des grandes démocraties du Nord, là, que ce soit la France, le Canada, d'autres, puis la réalité sur le terrain qui est beaucoup plus cynique, qui est beaucoup moins humanitaire qu'on le prétend. Fait que ça a été un grand réveil pour moi. Puis après ça, effectivement, j'ai continué à faire du documentaire. Je suis parti en Somalie. C'était toute la question des pirates somaliens à l'époque que j'ai rencontrés. J'étais allé 3 fois en Somalie. Puis on regardait un peu le réalignement géopolitique au Moyen-Orient. C'était les années Obama, mais c'était le début de la fin de l'ère américaine. Puis là, on voyait des bateaux militaires russes, chinois, indiens qui patrouillaient les eaux somaliennes. Puis ça, c'était... il n'y avait pas une belle illustration du retour vers une ère multipolaire. Là. Donc, une ère où tu as plusieurs grandes puissances qui font compétition l'une avec l'autre. Puis pendant qu'on filmait ce film-là, j'étais sur un navire militaire danois dans les eaux. C'était fascinant au Yémen, là, dans les montagnes. Et là, en plein pendant le documentaire, le printemps arabe a commencé. Ouais. Puis là, ça nous a forcé à un peu revoir tout notre narratif. Je suis retourné sur le terrain, justement pour l'actualité. L'actualité m'a envoyé au Caire pendant la Révolution. Puis, ça a brassé. Ça a brassé. Je me suis fait battre par une foule de gens avec une équipe de Fox News qui prétendait être canadien. C'est une très longue histoire, on ne rentrera pas dans les détails. Non, mais j'ai lu un peu que tu as aussi aidé un journaliste américain qui se faisait tabasser, lui, avec. C'est ça. C'est ça. Puis je me suis fait expulser. Donc, c'est le premier pays dont je me suis fait expulser. T'es allé en Libye aussi. En Libye après, t'étais coloc avec James Foley, qui est un journaliste américain qui a été assassiné. Qui a été décapité par l'État islamique, en Syrie quelques années plus tard. Une année très difficile. Là. J'ai perdu deux collègues journalistes en 2014. J'habitais en Centrafrique à ce moment-là. Puis j'ai une photographe française qui était une amie très proche, avec laquelle j'ai voyagé dans l'ouest du pays. On s'est séparés dans l'ouest et partait faire un embed, là, c'est-à-dire une intégration avec un groupe rebelle. Le genre d'affaires que moi j'aurais fait quelques années auparavant, avant de me faire battre par les Égyptiens. Là. Ça a été son dernier voyage. S'est fait tuer dans une embuscade, donc j'ai dû identifier le corps. J'ai ramené son corps en France. Ça a été terriblement lourd. Puis quelques mois plus tard, là, il y a James qui se faisait tuer aussi. Donc ça a été une année assez lourde. Ouais. T'es comme un François Bogingo, mais qui a réellement vécu ses affaires. Ouais, c'est possible. Écoute, tu as travaillé comme chercheur dans l'équipe des urgences à Human Rights Watch. C'est une expertise qui t'a fait voyager pas mal. Puis à un moment donné, après avoir suffisamment essayé de sauver le monde, j'imagine tu t'es rendu compte que peut-être que tu avais ta place en politique. C'est à peu près à ce moment-là, on est en 2022, où tu te lances à la course du Parti vert aux côtés d'Elisabeth May. Ouais. Pourquoi, à un moment donné, c'était-tu comme, j'ai essayé de changer sur le terrain, puis... Je sais pas, c'est quoi ta démarche ou... C'était quelque chose auquel je réfléchissais depuis un moment. Là, j'habitais en Norvège. Ça faisait 7 ans que j'étais en Norvège. C'est un pays qui demeure ma deuxième maison de bien des manières. Puis au début février 2022, évidemment, il y a eu l'invasion en Ukraine et on m'a appelé à me rendre sur le terrain le jour même. Donc, et ça a été une expérience assez frustrante avec l'organisation parce que nos chefs, nos boss à l'époque, ça faisait des mois qu'on leur demandait de mettre en place des plans de contingence. On voulait, parce qu'on entendait là, depuis septembre à peu près 2021, il y avait les Américains, les Britanniques, les Français, tout le monde disait, bon, il y a un attroupement de forces russes près de la frontière. Et à chaque fois qu'on demandait d'avoir une rencontre de contingence, juste d'établir des plans au cas où ça se passait, on nous disait « Non, ça se passera pas, c'est du positionnement, ils jouent au poker, là, etc. Ça se passera pas. » À chaque fois qu'on l'a demandé. Puis finalement, 2 jours avant le début de l'invasion, un de mes collègues a réussi à convaincre un de nos boss de se faire envoyer à Kiev, donc il est arrivé le jour avant le début de l'invasion.
Et ce jour-là, ce soir-là, parce qu'en Europe, ça s'est passé là, en plein milieu de la nuit. Moi, j'étais toujours éveillé, puis j'écoutais les discussions au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les Russes, les Britanniques étaient en train de parler, en train d'avertir les Russes de ne pas envahir l'Ukraine. Puis en plein à ce moment-là, pendant cette rencontre du Conseil de sécurité des Nations Unies, Poutine se rend à la télévision d'État. Du moins, ça avait sûrement été enregistré la veille, là, parce qu'il portait les mêmes vêtements, mais ça, bref, c'est diffusé et il annonce son opération spéciale en temps de paix, là, peu importe, là, mais c'est le début de l'invasion. Alors là, immédiatement, là, il est comme minuit, 1h du matin en Norvège où j'habite. Alors là, j'ai dû faire ma valise en plein milieu de la nuit pour prendre le premier vol sur Varsovie avec mon gilet pare-balles, mon casque, pour attendre une collègue qui arrivait de Russie. Puis on s'est rendu, on a traversé. Puis c'était extraordinaire pour moi. C'est la première fois que je travaillais dans un contexte qui ressemblait d'une certaine manière à chez nous. Là. Parce que c'était février, il faisait fret comme ici. Je vais essayer de ne pas dire des mauvais mots en ondes, mais il faisait fret. Ici, tu as le droit chez Urbania. J'ai le droit chez Urbania. C'est correct, je vais éviter pareil, mais en tout cas, puis on s'est rendu à Lviv, puis là, tu sais, de voir des gens qui arrivaient par train, parce qu'il faut se rappeler là, que l'espace aérien était fermé, de voir des milliers de personnes débarquer des trains avec leurs affaires sur le dos dans un contexte qui pourrait aussi bien être Terrebonne ou c'était marquant. Puis pour moi, encore plus marquant, c'était la fin de l'ère. C'était la fin de l'ère post-guerre. C'est-à-dire que là, il y avait une attaque frontale, directe. Bien plus encore. En 2003, là, les Américains qui envahissent l'Irak, c'était un précurseur de ça. Mais là, on est entré dans un autre monde avec cette invasion en Ukraine. Un monde où les règles ne comptent plus, où les acteurs les plus puissants font ce qu'ils veulent. Et pour moi, c'était clair que le Canada allait faire face à des pressions rapides et qu'on n'était pas équipé pour naviguer un monde comme celui-là. Donc, j'ai décidé d'entrer. Je savais qu'il y avait une course à la chefferie qui se préparait au Parti vert. Puis pour moi, le parti, c'était le seul qui, historiquement, avait sonné l'alarme par rapport aux dangers futurs, que ce soit au niveau des changements climatiques, dont j'avais pu voir depuis un moment que ça avait un impact sur les conflits mondiaux qu'on voit. Mais c'est aussi le seul parti qui parlait d'une manière honnête puis transparente avec les Canadiens. Alors, tu as fait ton choix, là. J'ai fait mon choix. Tu avais des accointances avec Sacha Trudeau, donc par ricochet sûrement le beau Justin. Est-ce que ça... À un moment donné, tu avais essayé, je pense, avec les libéraux. Mais on fait tous des erreurs de jeunesse. Ah oui? Je n'ai pas fumé de weed, là, mais c'était... Oui. Ouais, ben Justin, oui, je l'ai connu quand j'avais genre 16 ans, là, quand il a fait sa course à l'investiture dans Papineau. J'étais là dans une de ses premières réunions, dans le sous-sol de l'église, en face de Jean Talon, puis j'ai dessiné ses petites cartes d'affaires de sa course à l'investiture. La première personne à qui j'ai fait du porte-à-porte, c'était Justin. Donc, j'étais assez proche des libéraux à l'époque. Mais rapidement, ça a été assez décevant. Il y a eu... on remonte quasiment dans de la préhistoire, là, j'ai l'impression, mais il y avait... c'était à l'époque, je pense que c'était Stéphane Dion. Il y a eu une course à la chefferie qui s'est déclenchée. Et moi, j'ai voulu supporter Dominique Leblanc, que j'avais rencontré au mariage, en fait, d'Alexandre, là. Puis, qui me semblait être un bon gars, quelqu'un de responsable, etc. Puis, qui avait commencé à faire un début de campagne à la chefferie, puis finalement s'est retiré pour supporter Ignatieff. Puis moi, Ignatieff, je pouvais pas le sentir. C'était un gars qui avait supporté l'usage de la torture dans le contexte de la guerre contre le terrorisme. C'était comme un apologiste là, pour l'espèce de néolibéralisme américain à la Bush. Pour moi, ce gars-là n'avait pas sa place au Parti libéral du Canada à l'époque. Mais c'est quand même lui qu'on a choisi, qu'ils ont choisi. Puis ça m'a un peu... puis là, bon, ça m'a dégoûté un peu. J'ai commencé à voir un petit peu... oui, avec les résultats qu'on connaît. J'ai quand même essayé d'obtenir la nomination. J'avais 19 ans là, à l'époque. J'étais très jeune. J'ai quand même essayé d'obtenir une nomination dans Longueuil.
Puis Longueuil, on s'entend, là, j'avais aucune chance de gagner. Mais là, Denis Coderre est arrivé avec ses gros sabots, m'a bloqué le chemin parce que j'étais trop proche. Denis. Ouais, le bon Denis voulait garder son contrôle. Tout ça pour dire que j'ai commencé à comprendre le copinage puis l'espèce de corruption interne. Puis corruption, c'est un mot peut-être un peu fort, là, mais cette espèce de... Ouais, cette culture au parti... Il était lieutenant, fait qu'il voulait placer son monde. Bon, il voulait placer son monde, il se préparait à une autre course à la chefferie. Finalement, moi puis un autre jeune libéral, on avait publié une lettre ouverte dans la presse. Puis le lendemain ou sur le lendemain, c'était en plein dans le moment où il essayait de bloquer aussi Martin Cauchon, là, qui voulait se présenter dans Outremont. Finalement, Coderre avait démissionné un peu en pleurnichant, en mode « Ah, c'est une grosse conspiration torontoise ». Je me disais « Ben, moi, j'habite pas à Toronto, mon gars, mais... » c'est ça. Mais t'es un citoyen du monde, c'est pour ça? Ouais, c'est ça. T'as démissionné de ton poste de chef adjoint en 2024 après avoir appris, je te cite, des nouvelles dévastatrices liées à ta santé. Ouais. On n'a jamais su c'est quoi, mais tu t'apprêtes à publier un livre très prochainement qui s'appelle « Tête première, cœur ouvert ». Évidemment, le journaliste d'enquête en moi se dit que ça doit avoir rapport à des problèmes cardiaques ou pas. Mais tu as vécu quelque chose de rough là, récemment. Ben, tu as l'air en pleine forme, là, mais tu vas bien? Oui, ça va bien. Ça va bien. J'en parle dans le livre. Ça me fera plaisir de repasser une fois que le livre sera... Très bon en promo. Excellent. Excellent plan. Sera sur les tablettes. Oui. Mais effectivement, ça a été des pages difficiles. Un truc que je dirais que j'avais pas constaté en me lançant tête première, dans le cas présent, là, en politique fédérale, comme je l'ai fait, c'est à quel point j'allais avoir besoin aussi de prendre... à quel point le bagage de 15 ans en zone de conflit allait avoir un impact sur moi aussi. Ça a été des années quand je regarde ton CV? Non, pas mon CV. Quand je vais dans Photos là, sur mon ordinateur, là, j'ai des photos de moi avec mes amis, puis là, des photos de cadavres. Des photos de cadavres, de gens torturés, etc. Pendant 15 ans, j'ai vécu un petit peu dans cette espèce de... dans le pire de ce que l'humanité est capable de faire. Donc, en sortant pour m'en aller en politique, qui est un sport assez rough, merci aussi, ça a été une adaptation qui a été assez difficile à faire. Puis ça a eu des impacts, on en reparlera, mais puis pas sur le plan pas sur le plan de santé mentale, mais ça m'a quand même beaucoup marqué. Là, je suis de retour en politique parce que le moment, il est crucial. T'sais, on fait face à une menace que le Canada n'a jamais connue de son histoire. Là. Quand son voisin... on a eu évidemment des problèmes avec les États-Unis, il faut remonter à 1812, là, mais à ce moment-là, on faisait toujours partie de l'Empire britannique. Là, on fait face à une pression d'un pays extrêmement puissant, gouverné par un gars qui est complètement débile, qui veut nous transformer en 51e État. Et ça, pour moi, il faut tous qu'on se prépare, peu importe le résultat de l'élection, là, que ce soit Carney, Poilievre, peu importe, le travail n'est pas fait. Et c'est pas une élection qui va faire que le travail va être fait. Après l'élection, il y a énormément de travail que tout un chacun va devoir faire. Le gouvernement fédéral d'abord, pour assurer que les Canadiens soient préparés à différents types d'urgences, qu'ils soient climatiques, qu'ils soient de sécurité nationale. Parce que les eaux qu'on s'apprête à traverser elles vont être très rough. Donc moi, je suis revenu dans cette élection-ci pour faire avancer ce message-là autant que possible. Mais je veux pas la politique, là, c'est rough, c'est sale. Ouais. Y a bien d'autres affaires que je préférais faire de ma vie, mais j'ai une dette, comme on a tous, un chacun, là, on a toute une dette envers le Canada. C'est ma manière de contribuer. C'est des préoccupations qui sont légitimes et partagées. T'as un excellent bagage, donc ça fait de toi quelqu'un qui peut se lancer en politique certainement. Est-ce que le Parti vert, c'est le bon véhicule? Est-ce que tu t'es posé la question parce que les chances de gouverner sont assez minces. Donc, est-ce que c'est là ça va être quoi ton véhicule pour faire une différence avec le Parti vert? Les entrevues, tout ça, mais au-delà de ça? On a tous, encore une fois, là, on fait tous ce qu'on peut. On doit tous faire ce qu'on peut
pour faire avancer ces discussions-là, pour se préparer, pour prendre soin les uns des autres. Pour moi, le Parti vert, comme je t'ai dit, là, c'est le seul parti qui a parlé et qui parle aux Canadiens comme les adultes qui sont. Il ne fait pas des promesses, il fait des promesses... mais aussi, c'est le seul parti qui est capable présentement d'offrir un narratif qui ouvre le champ des possibles. Quand j'ai passé des mois, c'était il y a 2 ans, là, j'ai passé des mois à analyser les données fiscales du Canada. Là. Je suis remonté dans les années 40, je suis sorti tous les tableaux Excel. Là. Moi, je fais ça, je suis old school, là, je fais ça sur papier. Mes collègues pourront le prouver, mais c'est, la concentration... D'abord, le Canada est un pays extraordinairement riche. Deuxièmement, la concentration de la richesse, les problèmes qui viennent avec ça, que ce soit en termes de manque de logement social, de coût de la vie, de salaires qui ne suivent pas le cours de l'inflation, tout ça, c'est le résultat de décisions qu'on a prises il y a 40, 30, 20 ans, même il y a 10 ans. Là, on a des politiciens puis des grands partis qui veulent continuer à nous amener dans cette direction-là. Qui ont une vision à court terme aussi. Qui ont des visions à court terme, sans planifier ce qui s'en vient. Tu sais, la crise du logement, je mets ça entre guillemets, elle est vraie là, dans la vie des gens, sauf que la crise du logement, il n'y a rien de nouveau là. C'est pas quelque chose qui est arrivé par hasard. Il y a des décisions qui ont été prises par Chrétien puis Martin de couper, à la suite de Mulroney, de couper dans le logement social, dans les investissements en logements sociaux. Il ne faut pas se surprendre que 10, 20, 30 ans plus tard, ces décisions-là, elles ont un impact. Puis l'impact, on le voit à chaque fois qu'on prend le métro puis qu'on tombe sur du monde. On a les conséquences de vieilles décisions qui ont été prises. Exactement. Puis là, moi, ce que je veux m'assurer, ce que j'aimerais m'assurer, c'est qu'on ne fasse pas l'erreur à nouveau de se laisser berner par des politiciens de partis qui clairement se préoccupent d'une minorité aux dépens d'une majorité, puis qui continuent à prendre des décisions à la petite semaine. Oui. Je préférerais qu'on ne se laisse pas berner par ça. Puis le Parti vert, dans ce contexte-là, a un rôle de chien de garde, un rôle de rappeler au monde que, d'une part, on est capable de prendre des risques, des beaux risques. On le fait au Québec. On est capable d'investir en nous-mêmes. Tu sais, quand j'entends le débat, là, on a parlé, en anglais surtout, on a parlé pendant, je pense, 20-30 minutes de pipeline. Là. C'était comme qui a le plus gros pipeline. Oui, mon pipeline est plus gros que le tien. Mon pipeline est plus gros que le tien. Ben, cette histoire-là, d'investir dans une économie de l'énergie fossile, ça, c'est de l'argent public qu'on met au bénéfice d'une industrie privée qui est possédée à 70% par des investisseurs étrangers. La plupart d'entre eux, d'ailleurs, aux États-Unis. Fait que dans quel monde on vit quand on normalise ce genre de décision-là, où on utilise notre argent public, on nous dit à tout un chacun, il faut se serrer la ceinture, les temps sont difficiles pour les grosses entreprises. Hein? Mange moins, cancelle ton Netflix, ton Disney. Puis, c'est ça. Mais on va continuer à investir des dizaines de milliards de dollars dans des industries qui n'ont pas de bon sens, puis qui nous laissent des héritages de marde derrière qu'on doit payer pour réparer. Là. C'est des centaines de milliards de dollars de produits, d'investissement en réparation des dommages écologiques dans le nord de l'Alberta et en Saskatchewan. Puis qui va payer la facture pour ça, tu penses? C'est nous, là. Il est-tu trop tard? Non, il n'est pas trop tard. Il est jamais trop tard. Ouais. Il n'est jamais trop tard. Comment ça a été minuit moyenne un petit peu, par contre, pour des changements drastiques puis des virages à 180 degrés? Les virages, il va falloir... les changements drastiques, ils vont se faire d'une manière ou d'une autre. Puis c'est ça que les gens, malheureusement, comprennent pas. Quand on va être acculé au pied du mur. Ou que la nature va nous acculer au pied du mur. Ouais. Je pense que le monde continue à penser, à être sous l'illusion que, soudainement, qu'on peut contrôler la nature. Pour moi, il n'y a jamais eu rien de plus puissant que de passer du temps... J'habitais dans l'Arctique norvégien pendant 2 ans et demi, là. Dans la ville la plus au nord au monde qui s'appelle Longyearbyen, civile. Je revenais du Soudan du Sud où il y a des atrocités, les gens me parlaient, ça faisait 40 ans, guerre civile, etc. Puis là, je m'assoyais avec des géologues qui me montraient on parle de pierres sédimentaires, là, qui me montraient une feuille de pierre, là, un layer dans la roche. Là. Je disais ça.
Ça, c'est une tempête de sable qui a duré peut-être 1 million d'années. Il y a 450 quelques millions d'années, là, pas milliards, mais millions d'années. Wow. L'espace sur lequel on se tenait, cette île arctique-là, à l'époque, il y a longtemps, là, était au niveau plus ou moins de l'équateur, était pleine d'arbres. Tu te promènes, tu trouves des fossiles d'arbres, tu trouves des fossiles de dinosaures. Ouais. Là, on est dans l'extrême arctique. Pour moi, de prendre conscience d'à quel point on est petit face à l'immensité de la nature, puis de comprendre à quel point on est dépendant. Oui, puis on a une pensée magique, tout va bien aujourd'hui, mais on est un pet de sauce dans l'univers. On est un pet de sauce dans l'univers. On est un pet de sauce dans l'univers, puis on dépend d'un équilibre qui est extrêmement fragile, avec lequel on n'arrête pas de niaiser. Fait qu'à un moment donné, ça va nous péter d'en face, puis les changements vont se faire qu'on le veuille ou pas. Moi, je préférerais de loin que les changements, on les fasse par nous-mêmes, qu'on se fasse forcer à le faire. C'est ça, la liberté. C'est pas de continuer à niaiser avec le feu en attendant que la maison brûle. Parce qu'une fois qu'elle va brûler, il n'y a pas grand monde qui vont réussir à s'en sortir. Jonathan, on ne pourra pas t'accuser de pelleter des nuages. Vous avez présenté jeudi passé un programme électoral complet, qui n'était pas juste l'environnement, qui était l'emploi, commerce, affaires internationales, tout ça. Vous avez des engagements aussi concrets, comme les voitures à essence d'ici 2030. Je pense que le transport aussi en train, tout ça, va être bien mis de l'avant. Fait que vous avez une plateforme, puis vous êtes, souvent on reproche, je pense, aux partis plus progressistes d'avoir un seul enjeu, de ticker sur une affaire, mais vous êtes quand même, c'est ça, vous auriez pu répondre à toutes les questions du débat des chefs, finalement, sur tous les thèmes. Oui, absolument. On était le premier, d'ailleurs. On était, si c'était pas de la commission qui nous a fait ce coup de cochon, là, on aurait présenté notre plateforme le jour même du premier débat. On l'a fait le lendemain, donc le jour du deuxième débat. Mais on est quand même le premier parti à avoir présenté sa plateforme. On est le premier parti à avoir eu ces consultations avec le bureau parlementaire du budget. Là, on a une plateforme qui est costée, là, on a les chiffres qui viennent avec. Puis ça va continuer de m'émerveiller à quel point, émerveiller c'est peut-être pas le bon mot, là, mais à quel point il y a un manque d'imagination de la part de nos partis. Puis quand je dis manque d'imagination, je suis même pas sûr que c'est le bon terme, parce que j'ai l'impression qu'il y a juste de la mauvaise foi. Tu fais une taxe de 0,35%, donc 0,35% sur les transactions financières des grandes entreprises. Pas quand on va à la banque, là, mais 0,35% des transactions du marché boursier, des échanges de devises. Le gouvernement fédéral, avec ça, pourrait lever 50 milliards de dollars additionnels en revenus. Ça fait combien de maisons, tu penses? Ça fait combien de transferts additionnels en santé puis en éducation? Mais, tu sais, il ne faut jamais toucher à la finance. Il ne faut jamais toucher aux entreprises. Surtout ces temps-ci où là, c'est l'économie à tout prix, puis là, qui va être la meilleure personne crédible pour faire face à Trump. Puis on dirait qu'on efface toutes les 10 ans de règne libéral au profit de, lui, il a l'air solide parce que c'est un banquier. Ouais. Bon, Jonathan, place au débat. Je vais aller me prendre un petit café et me réveiller. Là, t'es correct. T'es d'attaque. J'espère. T'as pas été invité au débat, nous autres, on va te donner la chance de répondre à peu près aux mêmes questions. Fait que je vais être un peu Patrice Roy. Fait que je vais t'achaler avec ton stylo. Oui, c'est ça. Je vais t'achaler avec ton cadre financier. Et je vais être aussi un de tes adversaires au besoin. Mais en gros, je vais te donner à peu près le même nombre de temps. Et il est long le débat, fait qu'on va rapper ça. Fait que mettons, on fait un test. Pourquoi jugez-vous être la meilleure personne pour négocier avec Trump? Pour moi, la priorité, c'est pas de négocier avec Trump, c'est d'aller chercher des nouveaux partenaires pour le Canada, pour les Canadiens, un peu partout dans le monde. Le monde démocratique fait face à une crise présentement avec 3 puissances révisionnistes, la Russie, la Chine, les États-Unis. Et ce monde-là va avoir besoin d'un partenaire stable. Le Canada en fait partie. On peut devenir la superpuissance manufacturière démocratique pour le reste du monde. Moi, je voterais pour ça. T'es bon. Bon Dieu, si simple, si clair, si concis. Parmi les chefs dans la course, c'est qui la meilleure personne, selon toi, pour contrôler Trump et gérer la guerre commerciale?
C'est des vraies questions du débat, là. J'invente rien. La meilleure personne pour gérer Trump, c'est pas une personne, c'est une équipe. C'est une équipe qui réunit évidemment le gouvernement fédéral, le Parlement fédéral, mais aussi les premiers ministres des provinces. Il faut une approche inclusive avec les peuples autochtones aussi, en s'assurant de préserver aussi et d'encourager la participation des communautés francophones hors Québec. On a besoin d'un effort qui inclut tous les Canadiens. Il n'y a pas un sauveur ici, mais il y en a 40 millions, puis il faut qu'on les inclue, il faut qu'on nous inclue tout un chacun. Parfait. Merci beaucoup, M. Pedneau. Alors, prochaine question, on veut savoir une chose sur laquelle vous ne céderiez jamais comme politicien. Un enjeu. La souveraineté et les valeurs du Canada. Là, le 51e État, c'est visiblement pas une joke, ça. Il y a de l'air sérieux. Il le ramène tellement souvent. Est-ce que ça t'inquiète? Absolument, et ça devrait inquiéter tout le monde. Ouais. Fait que c'est pas, tu sais, on pensait qu'ils trollaient, puis même aux États-Unis, apparemment, ils en parlent. Tu sais, les gens mettent pas beaucoup d'attention là-dessus, médiatique. Les médias en parlent pas vraiment, mais ici, veut pas, ça. Les Canadiens doivent se réveiller par rapport au fait qu'on est les gardiens d'énormément de ressources, de richesses naturelles, allant de l'eau au bois, aux minerais critiques. Si les Américains peuvent se les accaparer gratuitement, ils vont le faire. Ouais. Je pense qu'on a tout intérêt à se préparer à cette éventualité. Puis ce que ça signifie par rapport à nos valeurs, notre indépendance, le Canada ne sera jamais les États-Unis d'Amérique, mais si on veut s'assurer de ça, il faut qu'on se prépare. On ne peut pas laisser ça à la chance. Non. Pour l'eau, heureusement, on a Olivier Primo qui nous la protège à notre place. On est correct. Ça a-tu l'allure, son affaire de protection? Parce que là, il n'a pas l'air de vouloir transformer ça de Walmartiser notre eau. Là. Il a l'air de vouloir faire ça en bon père de famille, mais c'est un peu bizarre, cette affaire-là. C'est effectivement bizarre, mais on revient à la question du fait que l'eau devrait être publique, à 100%, d'un océan à l'autre. Cette ressource-là n'appartient pas à un Canadien ou à aucun Canadien particulier. C'est ça. Donc ça, c'est... Mais encore une fois... Il y a énormément de trous dans la législation canadienne par rapport au contrôle de nos ressources, par rapport à l'environnement, qui permettent à des acteurs, après ça, de s'immiscer puis de prendre des parts du marché. Ces trous-là, ils existent aussi souvent pour des raisons. Puis à un moment donné, ce serait bien qu'on se réveille par rapport à ça puis qu'on fasse les changements nécessaires en élisant des gens qui veulent pas qu'il y ait des trous. Effectivement. C'est où qu'il faut couper, selon toi, pour équilibrer le budget? 45 secondes. Faut couper dans les coupes d'impôts aux entreprises, d'abord et avant tout. C'est-à-dire, donc ça veut dire des impôts plus importants pour les entreprises canadiennes. On paie 2 fois moins d'impôts. Les entreprises paient 2 fois moins d'impôts que les Canadiens de manière générale. Toi puis moi, on paie 200 milliards au Trésor fédéral. Des entreprises, 90 milliards. Puis c'est encore ça qu'on met de l'avant tout le temps pour aller séduire l'électorat. On va couper. C'est vrai que ça n'a pas de bon sens. OK, moi je vais voter pour toi à date. Énergie et climat. Doit-on augmenter la production de pétrole? Non. Non, mais là, c'est les vraies questions du débat. Non, mais évidemment que non. Le truc, là, encore une fois, c'est une industrie. Tu sais, là, si ça avait été nationalisé, reparlons-en. Mais c'est même pas le cas. C'est une industrie qui est privatisée, qui appartient à des intérêts étrangers, qui ne bénéficie pas l'ensemble des Canadiens présentement. C'est des solutions du 19e siècle pour des problèmes du 21e siècle. On a toute la capacité de faire du Canada une superpuissance des énergies renouvelables. Pourtant, on a des politiciens qui continuent à emprunter la voie de la facilité pour leurs amis et leurs chums banquiers. C'est pas comme ça qu'on construit le Canada de demain. Monsieur Pedneau, je vais être obligé de vous couper parce qu'on a un droit de réplique de Pierre Poilievre qui dit exactement l'inverse de tout ça. L'environnement est-il relégué au deuxième plan? Puis ça, je me disais, c'est là que ça aurait été intéressant d'avoir le chef du Parti vert. Parce que quand même, on a l'impression dans ce monde depuis que Trump est élu et tout ça, que ça n'existe plus. On n'en parle plus. Les libéraux ont abandonné la taxe sur le carbone. Donc, tu
tu es bien placé pour témoigner de ce relégage au deuxième plan, j'imagine. Le problème, c'est que l'environnement, c'est pas quelque chose qu'on peut reléguer au deuxième plan. L'environnement va exister peu importe qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'à chaque fois qu'on parle d'économie, à chaque fois qu'on parle de logement, à chaque fois qu'on parle de santé, on parle aussi d'environnement. Qu'on utilise les mots ou pas. On parle de politiques qui vont soit améliorer notre environnement ou le rendre plus fragile et plus dévastateur pour les communautés qui sont exposées au changement climatique de plein fouet, allant de Charlevoix aux îles de la Madeleine, à Jasper, puis Yellowknife. Donc, on a parlé en fait beaucoup d'environnement pendant cette campagne-là. On n'a juste pas utilisé le mot environnement, mais on a des politiciens présentement, libéraux comme conservateurs, qui proposent des mesures qui vont affaiblir notre capacité à faire face au changement climatique. Et ça, c'est un crime grave envers les générations futures. Puis on aura... Oui, va falloir qu'on travaille fort après l'élection pour s'assurer qu'on ne recule pas sur le tout petit peu de progrès qu'on a fait au cours des dernières années. Puis il est vraiment minime. On reste le pire pays du G7 en termes de réduction des gaz à effet de serre ici au Canada. Puis quand on parle, quand on exporte du pétrole, on le fait pas brûler ici, mais il va brûler ailleurs. Puis il va brûler ailleurs avec des conséquences sur les Canadiens d'une manière ou d'une autre. Les changements climatiques, ça s'arrête pas à la frontière. Puis on sent pas que c'est une priorité non plus. Tu sais, ce qui a fait jaser dans le débat, c'est le pipeline vers l'Est, qui est une façon de contourner, dans le fond, les frais que ça passe par les États-Unis. Donc, la bonne idée, c'est de créer de l'emploi ici avec ça. Et le troisième lien, qu'on parle encore du troisième lien, le tramway, tu sais, fait que j'ai l'impression c'est un disque qui saute un peu pour nos idées ou notre... on n'est pas très originaux. Non, on n'est pas original pour 200. Mais c'est pas vrai. Les Canadiens le sont. On a des politiciens qui sont pas originaux. On a des médias qui se complaisent dans de la facilité puis qui ont peur puis qui essaient de tourner notre système électoral en un système à deux partis. Ce qui est terrible parce qu'on voit très bien que ça fonctionne pas au sud de la frontière. Moi, j'ai fait 7 ans en Norvège avec des gouvernements de coalition très stables, qui fonctionnent très bien, où les partis sont forcés de s'asseoir ensemble puis de discuter. Hey, la grosse affaire, discuter en politique, ça devrait être ça la base. Mais au contraire, on tourne notre politique encore une fois en un reality show, là, un show de télé-réalité où pendant un mois, on suit tout un chacun dire tout un truc. Là, puis au final, notre Parlement devient un théâtre plutôt que l'espace de discussion où on fait des choix sérieux puis responsables pour les Canadiens puis l'avenir. Vraiment. À cause de ton CV avec en aide humanitaire, l'aide internationale, est-ce qu'il faut couper ou non? Là, on donne absolument pas. Non seulement il faut pas la couper, mais il faudrait l'augmenter parce que les Américains, encore une fois, ont abandonné ce rôle crucial qu'ils jouaient dans plusieurs pays. On parle on parle des vies de plusieurs dizaines de millions de personnes à travers la planète, mais si on veut ramener ça à des incitatifs plus égoïstes, là, l'aide humanitaire aide aussi à donner une voix et une protection au Canada dans plusieurs pays du monde. Le Canada s'est retiré du reste du monde depuis 20-30 ans. On n'est pas présent. Et ça veut dire aussi que le monde ne va pas lever le petit doigt si le Canada fait face à des pressions, comme on le fait présentement, ou si on fait face à pire que ça. Il ne faut pas se surprendre que les Américains, les Européens, les Britanniques, etc., ne soient pas venus à notre défense face aux menaces de Donald Trump. On n'est pas là pour eux. On a un double discours entre l'Ukraine et Gaza, Palestine, où se déroule un génocide présentement. On ne suit pas le droit international tel qu'on le devrait. Alors, il ne faudra pas se surprendre le moment où, si nos droits à nous se font violer, nos droits collectifs, notre droit à la souveraineté nationale se fait violer, il n'y aura peut-être pas des tonnes de gens qui vont accourir à notre défense, tant et aussi longtemps qu'on ne va pas redistribuer une partie de l'extraordinaire richesse qu'on a ici et aider là où les Américains se retirent. T'es encore jeune. Est-ce que d'ici une couple d'années, tu vas te Stephen Guilbeauiser? Jamais, ça, non. Non? Fait que tu vas rester probablement avec les Verts ou à un moment donné de te dire, bon, ben je vais aller faire une différence concrète en devenant ministre de l'Environnement à la Stephen Guilbeault, qui est finalement qui est plus ministre de l'Environnement. Oui. Mais Guilbeauiser, ça, non. Là, écoute, là, je me présente dans Outremont. Je vais voir, on verra ce que les gens d'Outremont décident. On verra ce que les gens à travers le pays décident.
Si j'ai la chance de pouvoir représenter Outremont, je vais le faire avec fierté, puis avec et courage, puis avec dédication tous les jours. Si c'est pas le cas, ben on verra on verra ce que je ferai à ce moment-là. Je vais traverser le pont une fois qu'on arrivera à la rivière le 28. Le plus important, c'est encore une fois, moi je veux juste encourager tout le monde, les jeunes d'abord et avant tout, à s'impliquer. Il y a plusieurs manières de s'impliquer, que ce soit en politique active, que ce soit dans les organisations locales, communautaires, dans les clubs sportifs. On a besoin, la COVID a fait un mal extraordinaire à notre société, elle nous a isolés, nous divise, les réseaux sociaux favorisent ça encore plus. Il faut qu'on se reparle, il faut qu'on se parle, il faut qu'on se retrouve ensemble, puis il faut qu'on se redécouvre capable de faire des grandes choses. Parce qu'on l'est, fondamentalement, puis il ne faut pas écouter les diseurs de mauvaise foi là, qui veulent nous faire croire qu'on est né pour un petit pain, on ne l'est pas, ni au Québec, ni dans le reste du Canada. Puis là, c'est vraiment le temps qu'on se lève, puis qu'on construise un pays dont on va pouvoir être fier, qu'on pourra être fier de léguer à nos enfants par la suite. Parce que là, on est en train vraiment de lâcher la POC, là. Voilà, on est vraiment en train de la lâcher. C'est sur cette analogie sportive de circonstances-là qu'on met fin à notre rencontre. Merci infiniment de ton passage, Jonathan. Bonne fin de campagne, puis à la prochaine. Merci.